C'est l'heure du duel de ce dimanche, c'est politique, de ce dimanche 4 juillet 2021. Et j'ai avec moi sur ce plateau Alphonse Moïse Soulé, analyste politique. Bonjour à tous chers confrères, bonjour à toutes et à tous. Et journaliste par ailleurs. Anton Adoukonou, analyste politique, membre du BR. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Voilà. Au menu de ce duel de dimanche, c'est politique. Deux sujets principaux, la vague de démission au sein du BR et de Moël Bénin et les frondes naissantes au sein de quelques conseils communaux. Ensuite, nous aborderons les belles promesses du budget, du débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Le duel de dimanche, c'est politique, c'est parti. Je vais m'adresser à vous, Anton Adoukonou, nous ne sommes pas encore dans le duel à proprement dit, mais c'est une question importante. Je ne sais pas si vous avez suivi notre entretien de tout à l'heure avec la secrétaire générale de l'UDBN. Il y a une question importante qu'on clarifie, on l'a déjà posée sur le plateau à un autre acteur politique. Est-ce que en ces temps, est-ce que sur les grandes questions de société, est-ce que ce n'est pas le rôle des partis politiques de se prononcer? Je contextualise. La question tout à l'heure, c'était par rapport à la cherté de la vie. Pourquoi les partis politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, sont si atones? Non, je crois que en temps normal, les partis politiques doivent avoir leur discours là-dessus. Parce que un parti politique a pour vision de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Donc, dans des situations pareilles, qui est une question nationale, il faut que les partis politiques puissent donner leur point de vue là-dessus. Mais je dois dire que les partis qui soutiennent la mouvance présidentielle, c'est vrai, n'ont pas sorti de communiqué officiel, mais est-ce que déjà, quand le gouvernement donne sa position, cela suppose a priori que c'est la position du gouvernement? Non, c'est la position du gouvernement. Oui. Ne saurait être très différente de la position d'un parti politique qui soutient l'action du gouvernement, en principe, parce que je suppose que c'est une équipe qui travaille, et sur ces questions, le gouvernement, les gens qui sont dans ce parti politique sont membres du gouvernement. Donc quand le gouvernement se prononce, c'est tellement que leur avis aussi compte. Mais l'idéal aurait été que chaque parti aussi puisse, en tant qu'entité différente, apporter sa touche. C'est ce que je peux dire. Bon, on a déjà eu à J'ai parler de toujours ça. dit, même si les membres de ces partis-là se regroupent, se retrouvent au niveau du gouvernement, rien n'empêche les partis politiques de la mouvance de dire que ce qui est fait est bien fait. Ce qui n'est pas fait, il faut encourager et parfois dénoncer. Mais quand on observe ce blackout par rapport à tout ce qui se passe, aujourd'hui, on parle de la charité de la vie, mais les partis politiques, nonobstant le fait qu'ils soient dans le gouvernement, devraient quand même adresser aux citoyens béninois que nous sommes et aux membres à leurs sympathisants, aux membres de leur parti, quelques messages que ce soit. Mais j'ai constaté que, bon, ils sont coutumiers de faire. Encore plus étonnant, les partis de l'opposition oui, aussi. par rapport aux réalités. J'ai dénoncé sur ce plateau pour dire, vu tout ce que les membres du parti FCBE subissaient, le parti FCBE n'est même pas monté au créneau pour prendre le moindre communiqué. La même chose, on a parlé de charité de la vie. C'est vrai que le gouvernement central a pris des mesures, mais les partis qui accompagnent l'action du gouvernement devraient nous dire que ce sont de bonnes mesures et encourager le peuple béninois à aller dans le sens du gouvernement. En fait, malheureusement, personne ne parle. Concrètement, c'est pas trop facile de dire, bon, nous sommes de la mouvance, nos propositions sont celles exprimées par le gouvernement. Non, j'ai dit que l'idéal aurait été ce que M. Moïse Soulé dit. Mais il ne faut pas occulter le fait que ces partis politiques ils sont membres du gouvernement, ils sont dans le système. Donc, le gouvernement ayant donné sa position, c'est sûr qu'ils ont été consultés aussi par endroit.
Pardon. Mais c'est beaucoup plus les partis de l'opposition qu'il faut incriminer dans ce cas. Non, nous n'incriminons personne. Non, puisque en réalité... le contraste est flagrant. Sur les grandes questions politiques, on ne prie pas les partis. Les partis ne se font pas prier quand bien même ils sont au gouvernement pour faire entendre leur son de cloche. Bon, donc ça veut dire que c'est à corriger pour les fois à venir. Voilà. Ce débat est clos. Voilà, nous passons à cette question des frictions qu'on a pu observer ici et là dans quelques conseils communaux, Semek-Boudji, Tofor. Est-ce que, ma question, le thème est intitulé ainsi, est-ce qu'on n'est pas revenu à la politique comme avant? C'est-à-dire que c'est vrai, on ne parle que de quelques conseils communaux, est-ce qu'on n'est pas reparti dans les... est-ce que c'est pas le retour des vieux démons, blocage pour bloquer, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je crois que c'est une question assez complexe. Et je voudrais d'abord faire remarquer que, oui, puisque je suis un militant du bloc républicain, au sein duquel il y a beaucoup de remous, mais je dois dire que je ne suis pas mandaté par le PR pour se prononcer sur cette question-là. Oui. Voilà. C'est important de le préciser. Donc, les voix les plus autorisées vont passer pour donner la position du parti par rapport à tout ça là. Moi, j'interviens en tant que citoyen, observateur de la vie politique et aussi en tant que militant du BR parce que j'observe aussi beaucoup de choses. Mais nous ne parlons pas encore, on ne parle pas encore des démissions. On parle juste des situations qu'il y a eu. Bon, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai toujours dit que la réforme, on a réformé les tests, mais on n'a pas réformé les hommes. Et on ne pourra pas réformer les hommes. On fait la réforme des tests dans l'espoir que les tests vont corriger les hommes. Mais à l'arrivée, vous savez que l'homme est multidimensionnel. Ce n'est pas facile de le corriger comme on peut corriger la loi. Donc, les partis politiques qui sont nés après la réforme, c'est toujours la même classe politique qui a été partitionnée pour faire ses partis. Donc, ça veut dire que on n'a pas créé de nouveaux hommes. De nouveaux politiciens ne sont pas venus du ciel. C'est toujours les mêmes personnes. Donc, bon, il y a quand même eu un renouvellement conséquent quand même du personnel politique. Hein. Non, il y a beaucoup de nouveaux visages. Non, il n'y a pas de... Non, c'est l'apparence. Il n'y a pas de renouvellement en tant que tel de la classe politique. Tous ceux qui sont aujourd'hui en train de gouverner, c'est des gens qui étaient dans des partis politiques, mais qui n'étaient pas des partis politiques visibles. Vous savez qu'à la veille de la réforme, nous étions 278 partis politiques enregistrés au ministère de l'Intérieur. Mais dans le paysage politique, on ne connaissait qu'à peine une dizaine qui vraiment animaient la vie politique, qui étaient représentés à l'Assemblée nationale. Donc, tous les autres partis que vous ne voyez pas là avaient quand même des responsables. Donc, tout cela se sont mieux aujourd'hui pour les uns se retrouver dans le BL, l'autre dans l'UP. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la réforme a fait qu'ils ont émergé et on a l'impression que c'est des gens qui sont nouvellement arrivés. Mais non, c'est des gens qui étaient toujours... Donc, vous êtes en train de dire que c'est un changement de façade? Non, en fait, ce n'est pas affaire de changement de façade. Tel qu'on a fait la réforme au niveau des tests, en principe, les politiques devaient prendre conscience pour savoir que on est dans une nouvelle vision et de faire l'effort de se débarrasser de ces vieilles comportements. Mais malheureusement, les comportements ayant la peau dure, on y est là et on va encore jouer avec le temps. C'est un peu regrettable. Sur ces mêmes questions. Parce qu'on réentend des groupes de mots qu'on avait l'habitude d'entendre avant. Je constate que nous avons en face de nous pas des hommes politiques, mais des politiciens. Les politiciens sont spécialistes des intrigues. Les politiciens n'aiment pas laisser l'eau tranquille. Dès que l'eau est tranquille, il faut la troubler. Vous voyez, c'est la crise qui a commencé au sein du BL, qui se note déjà là, parce que le maire de Tofor, il est BL, le maire de Semek-Boudji est BL. Donc, j'avais déjà dit sur ce plateau que la façon dont on a modifié nuitamment
les tests pour nommer ou quel élire un certain nombre de maires, par la suite, allaient entraîner des remous. Des remous et oui, les tests ont été modifiés la nuit par rapport, parce qu'on n'arrivait pas à élire des maires où chacun voulait se comporter comme on le faisait par le passé. Maintenant... Vous parlez concrètement de la loi complétive. Oui, maintenant... Non, voilà que... De la loi explicative. Voilà que ces hommes-là... explicative. Voilà que ces hommes-là montrent enfin leur vrai visage. J'ai dit quelque part qu'on va commencer par assister désormais au vote de défiance dans les mairies. On va dire gestion solitaire, on va dire... Oui, exactement. Ça nous renvoie... Voilà, ça revient, le vocable revient, gestion solitaire. Oui. Donc, à la queue leu, on va destituer des maires. C'est comme ça, parce que les deux partis de la mouvance sont des melting pots. Les gens ne sont pas entrés dans ces partis-là par conviction, mais par instinct de suivi politique. Donc, ils sont là, ça commence. La guerre des intérêts a commencé. Et la crise qui couvre au niveau du BR va se ressentir dans les différentes mairies où le maire est BR. Ces partenaires politiques du BR pourraient comploter avec les autres de l'Union progressiste pour le sauter, parce qu'au niveau du BR, il y a problème. Donc je dis, il faut qu'au niveau de... Je suis d'accord avec lui, on a réformé le système partisan, mais on n'a pas réformé les mentalités. Ce sont les mêmes hommes qui se faisaient les coups bas. Parce que quand on parle de 200 et quelques partis, c'était pas 250, c'était pas 200 et quelques philosophies. C'était une question d'intérêt. Aujourd'hui, bon, le chef de l'État a voulu que tous ceux qui le soutiennent se mettent ensemble, mais les gens n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Il y a un problème d'intérêt. Il faut commencer par casser. Donc, je crois que le chef de l'État, qui est entre griffes responsable des deux partis, qui est le géniteur des deux partis politiques de la mouvance, à savoir l'UP et le BR, doit pouvoir prendre ses responsabilités. On est en train de voir les vrais visages, parce que cela présage déjà de ce qui va se passer en 2023. Il faut positionner les gens sur les listes. Cela présage déjà de ce qui va se passer en 2026, parce qu'il faudrait que le chef de l'État désigne un dauphin. Donc c'est la guerre du dauphinat qui a déjà commencé comme ça dans les conseils. C'est deux. La semaine prochaine, vous allez entendre que encore ça a continué. Donc il faudrait déjà qu'on arrive à attirer l'attention de ceux qui travaillent avec le chef, ceux qui veulent accompagner le chef de l'État, que le chef de l'État ne veut plus de ce bordel-là. Mais il faut arrêter ça le plus tôt possible. Est-ce que la démission au sein du BR participe des mêmes remous, ou c'est simplement la vie normale des partis politiques? Non, je crois que... Parce qu'il n'est pas interdit de démissionner. Bon, tu viens de le dire, le législateur a prévu que l'adhésion à un parti politique est libre, comme la démission aussi en est libre. Donc, je crois que moi, je n'ai pas encore démissionné. Ah, vous n'avez pas encore démissionné? Non, oui, c'est pour dire que... ça veut dire beaucoup de choses. Non, c'est pour dire que nous sommes des humains. Donc, nous comportons en nous les faiblesses que les autres ont. Donc, ça peut arriver à tout moment, même si on ne le souhaite pas. Donc, il ne faut pas... Bon, si ça arrive, c'est qu'on le souhaite. Non, ce que je dis, c'est que c'est une faiblesse qui anime les hommes politiques que nous sommes. Et des insoupçonnés, vous pouvez les voir démissionner. Vous ne pouvez pas me dire que à un moment donné, on peut imaginer que Jean-Michel Abimbola peut quitter le BR, puisque il est membre fondateur actif. Il a été le premier responsable du parti et par la suite, il est même l'adjoint de Biochane. Mais quand les moments sont venus, il est parti. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas encore parti. D'accord? C'est pour dire quoi? Moi, quand j'observe cette démission, ce que je peux dire, c'est que il y a un problème. La question, c'est est-ce qu'on peut lier les deux? Lier quoi et quoi? La démission au sein du bloc républicain et le fait que ces deux pairies soient en prise avec des tumultes. Est-ce que c'est la même crise qui traverse? Non, je crois que oui et non à la fois. Non, parce que les démissions que nous avons aujourd'hui, et les conseils, puisque vous avez cité le conseil de Tofo et de Semapoji. Je n'ai pas connaissance qu'il y a eu des démissions de conseillers communaux BR dans ces communes.
Donc je ne saurais faire directement la liaison. Non, je ne dis pas qu'il y a eu démission là-bas. Je dis la crise qui couvre dans ces conseils communaux. Ces deux conseils communaux sont des mairies du BR. Oui. Je dis le même vent de contestation en fait qui a poussé d'autres à démissionner. Est-ce que ça participe du même esprit? Bon, je peux dire que il peut y avoir ce que nous appelons un effet d'entraînement. Parce que les mécontentements peut-être c'est déjà là. Et bon, compte tenu de la discipline du groupe, de la discipline du parti, on ruminait mais on ne disait rien. Maintenant il semble que ça a commencé par aller et que des démissions ont commencé, peut-être que c'est le moment aussi de réagir par endroit pour se faire vite écouter par les responsables du parti pour que la saignée ne continue pas. Donc, les politiques peuvent en profiter de ces moments-là donc il doit avoir forcément aussi un effet d'entraînement. Mais je peux dire que à l'arrivée, je vois que nous allons couper la poire en deux. La poire en deux, c'est que les responsables du BR doivent prendre la situation au sérieux. Parce que il n'y a de richesse que d'hommes. Vous avez l'impression que ce n'est pas le cas? Non, si je le dis, c'est que dans les partis politiques, il y a des problèmes. Maintenant, quand les problèmes sont là, et quel est le management et des responsables au plus haut niveau pour trouver des solutions à ces problèmes? C'est ça. Parce que les gens que vous voyez démissionner aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas pris une journée pour démissionner. Il peut y avoir des cas où déjà ils ont parlé, ils ont donné leur point de vue et ils n'ont pas été écoutés. Par exemple, vous voyez, ces cas par exemple, on pouvait les atténuer si ce que je dis là est au rendez-vous. C'est ma famille politique. Je ne peux pas sur un plateau de télévision dire tout ce que j'observe par exemple dans des situations données, puisque mon objectif c'est que la saignée soit arrêtée, d'accord? Mais je parle de façon sommaire pour que quand même les responsables puissent aussi comprendre que il faut changer un peu de cap quand on voit peut-être qu'il y a une méthode de gestion qui ne prend pas, il faut changer. Vous savez, dans les partis politiques, je veux vous dire quelque chose. Les partis politiques fonctionnent avec une certaine méthode où c'est des responsables par zone qui dirigent les choses. Et ces responsables par zone, parfois, ils créent aussi leur équipe. Et les autres qui sont mis de côté sont dans des mécontentements donnés. Mais si, entre-temps, ceux qui sont mécontents élèvent la voix et qu'il y a la possibilité que le bureau politique, par exemple, les écoute, ça va être une mesure de dissuasion pour le responsable local qui pense qu'à lui seul il peut tout faire. Vous voyez. Mais lorsque ce n'est pas le cas et que quel que soit le cri de ceux qui sont à la base, on constate que non, celui qu'on a mis là, c'est lui ou rien là. Attendez-vous qu'un jour, il y a cette situation. Donc c'est des choses qu'on peut atténuer à l'épreuve du temps. Oui. M. Adoukonou peut-être vient de nous dire. Voilà un peu, moi j'ai fait quelques analyses. Quelques analyses, effectivement. Quelques analyses. Vous n'êtes pas gentil, il faut dire les choses clairement. Moi je me suis documenté avant de venir sur ce plateau. Vous savez que dans la première circonscription électorale, il y a eu des démissions. Mais vous savez quelle raison ils ont envoyé? Nous allons atterrir dans un autre parti où nous serons mieux pris en compte. C'est ce qui a été dit dans la première circonscription électorale. Oui. Mais certains sont partis. Certains commencent par quitter le BR parce qu'on a sanctionné Abimbola. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils sont partis. Est-ce qu'on vient dans un parti par rapport à un homme ou par rapport à une philosophie ou par rapport à une idéologie? Les gens ont estimé qu'on ne devrait pas sanctionner Abimbola. Selon vos sources. Oui, selon mes sources. Parce que quand vous êtes dans un parti politique, le parti politique est régi par une loi. Quand vous ne respectez pas les lois qui régissent votre parti politique,
on vous sanctionne, quel que soit le titre que vous portez dans le parti. Donc les gens estimaient que Abi Mollah étant un leader, Abi Mollah ayant fait venir beaucoup de personnes dans ce parti-là, qu'on devrait, comme l'a dit mon vis-à-vis, qu'on devrait quand même faire un certain management à son niveau. Et par conséquent, une fois qu'il a été sanctionné, parce qu'il faut dire clairement aux gens, c'est après la sanction qu'il a démissionné. Soyons honnêtes de dire, c'est parce qu'il était sous sanction qu'il a démissionné. Donc, il n'a pas supporté la sanction et il est parti. C'est différent des autres qui s'en vont parce qu'on reprocherait au premier responsable du parti d'avoir sanctionné Abi Mollah, qui en quelque sorte était un leader qui a fait venir. On n'est pas dans un parti politique pour la telle de quelqu'un. On adhère à un parti politique parce qu'on est d'accord avec la philosophie, on est d'accord avec la politique qui est prônée. Si vous venez dans un parti politique parce que Tonton Pion est votre cousin, il est venu vous convaincre au village, dès que Tonton Pion s'en va, vous partez. Mais c'est ce qui se remarque. Je dis, dans tous les partis politiques, il y a des difficultés. Mais il faut discuter, parce que quand j'ai lu ce qu'on a dit dans la première session électorale, j'ai dit, mais attention, c'est dangereux. On vient militer. On dit, nous ne sommes pas mieux pris en compte. Nous ne sommes pas pris en compte. Nous allons aller là, on va nous prendre en compte. Ça veut dire quoi? Le BR est né quand? Le BR est en train de faire ses premiers pas. Parce que c'est des gens qui sont venus d'horizons divers. C'est des gens qui faisaient de la politique des champs d'intérêt. C'est des gens qui disaient que la politique c'était synonyme d'intrigue. Aujourd'hui, qu'on a voulu réformer le système, que les gens prennent la patience. Parce que si on ne sanctionne pas, c'est ça la difficulté. Quand un responsable commet des bévues dans un parti politique et qu'on ne le sanctionne pas, il vous sera difficile de sanctionner les citoyens à la base. Donc, le président, à un moment donné, a pris ses responsabilités. Maintenant, si le départ du ministre Abi Mollah engendre d'autres départs, moi, je dirais que ceux-là ne sont pas des hommes politiques, ceux-là ne font pas de la politique. Ils viennent s'amuser. Dans un parti politique, c'est de la conviction qu'on parle. On parle de la conviction. Vous voulez soutenir le chef de l'État. Maintenant, la réforme du système partisan devait lutter contre la transhumance. Parce qu'en quittant le BR, vont-ils créer un autre parti ou bien ils vont atterrir dans une autre partie de la mouvance? Ça, c'est de la transhumance. On devrait, a priori, sanctionner ça. Donc, je dis, bon, j'ai dit quelque part hier, le vent a soufflé. De façon triviale, le vent a soufflé et nous sommes en train de voir le derrière de la poule. On sait que les gens sont entrés dans les partis politiques juste pour se donner une conscience. Les gens sont entrés dans les partis politiques pour se protéger. Les gens ont pris les partis politiques comme un parapluie. Le chef de l'État, sur de près, dit, ça lui permettra de nettoyer les écuries, c'est tout. Et simplement, ils veulent partir, qu'ils s'en aillent. Mais la politique, c'est pas ça. C'est pas parce que je suis dans un parti politique après le remaniement. Est-ce que ce que vous dites convient aussi à Moël Bénin, puisque on déplore la même chose de ce côté? C'est comme ça. Dans Moël Bénin, qu'est-ce qui se passe? On dit que ses fils Béouadia est parti avec Agniré, que c'est des leaders, c'est des gens qui ont fait venir beaucoup de monde. D'accord. Vous êtes venu dans le parti politique à cause d'une personne ou bien vous avez adhéré à la philosophie du parti politique. Si c'est à cause de la philosophie du parti politique, le départ de quelqu'un ne devait pas vous motiver à partir. Ça veut dire que vous êtes là pour gonfler l'effectif. C'est pareil dans tous les partis politiques. On ne démissionne pas parce que celui qui m'a mené est parti. Mais j'ai adhéré au parti politique. Pourquoi? Parce que j'ai été convaincu par les idées du parti politique et je suis rentré dans le parti politique pour soutenir le PAG. Le PAG est encore là. Les idées du parti sont encore là. Si un homme s'en va, basta qu'il s'en aille, mais que les autres restent. Mais que quelqu'un qui quitte un parti politique ne crée pas une hémorragie. C'est ce qui se passe dans le BR. Disons les choses clairement, M. Adoukoun. Et vous le savez très bien. C'est une hémorragie parce que... Est-ce que vous ne forcez pas un peu le trait? Je ne force pas. Je l'ai lu. Je ne veux pas. C'est une hémorragie quand même. Le BR... Plus de 400 démissions. Plus de 400 démissions dans un parti politique. On n'a pas de... Il n'y a pas de communication officielle, donc on ne peut pas savoir. Vous les avez jamais vu. Tout à l'heure, ils n'ont jamais communiqué officiellement sur quelque chose. Non. Ils n'ont jamais communiqué officiellement sur quelque chose. Bon, peut-être que je n'ai pas été bien compris par Moïse Souré, sinon nous sommes sur le même pan d'analyse. Peut-être que moi j'ai été plus restreint. Et je vais être maintenant illustratif pour qu'ils me comprennent mieux. Je vais prendre l'exemple d'Abi Mollah pour mieux étenuer ce que j'avais dit. Vous savez, les partis politiques qui sont nés après la réforme, je ne parle pas de l'UP de BR, c'est des regroupements de partis politiques et de mouvements de partis politiques. Et lorsque
ces partis politiques se sont fusionnés, les responsables de ces partis, pour la plupart, se sont hissés au perchoir de l'ensemble. D'accord? Donc, si je prends Abimbola, par exemple, qui est venu avec RUND, il est venu avec ses militants. Et ces militants n'ont pas encore subi la mutation mentale que désormais ils sont dans un parti politique qui n'a plus rien à voir avec la personne d'Abimbola. Il y a toujours cette liaison-là qui est gardée entre Abimbola et ses militants. La liaison devient plus accentuée lorsque on donne la priorité à Abimbola de gérer sa circonscription. Écoutez-moi bien. Et en voulant gérer sa circonscription, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la priorité à ces éléments qui sont là. Mais au moment où il le fait, les autres qui sont BR et qui sont dans la circonscription ruminent. Vous voyez? Et quand ils ruminent, personne ne les écoute en haut. Mais il faut ajouter qu'un temps, il Laissez-le il a finir. taclé Dame Fago. Laissez-le finir. Laissez-le finir. Je suis un militant. Vous comprenez? Je ne veux pas trop parler. Je suis dans l'action. Allez-y. Au moment où il exerçait ce pouvoir-là, il ne faisait pas l'équité au sein de sa circonscription. Il garde toujours. Ce sont des accusations graves. Non, c'est la pratique, ce que je vous dis là. Parce que ce qui peut engendrer le fait que son départ peut faire partie beaucoup, c'est cette liaison-là. D'accord? Donc, le parti doit y remédier désormais pour savoir que il faut beaucoup plus compter sur les militants même que de compter sur les responsables. Parce que ces responsables, le jour où ils vont partir, si les militants ne sont pas convaincus du fait de leur parti politique, ils vont partir avec les dirigeants. Vous voyez? Donc, c'est ce que je tentais de lier en disant que il faudrait qu'au même moment où on laisse les responsables diriger leur zone, qu'on ait un œil quand même à l'écoute de certains militants qui peuvent avoir au moins l'espoir que lorsque ça ne va pas du tout, on peut m'écouter en roue. Ça va dissuader le pouvoir exorbitant que celui qui est le responsable à la base peut exercer. Si on ne le fait pas, dès que le responsable part, c'est normal que beaucoup le suivent. Vous voyez, je suis d'accord que le départ de Abimbola, c'est ça qui a entraîné cette vague de démission. Je suis d'accord. Parce que quand vous analysez les démissions, la plupart des démissions sont postérieures au départ de Abimbola. Or, en réalité, on ne devait être pas dans le cas, on devait être dans le cas dont Moïse Soulé parle. C'est-à-dire que quand un individu part, il ne peut pas avoir la possibilité de faire partie d'autres. Parce que chacun est là. Rien ne dit que c'est de sa volonté. Rien ne dit qu'il a incité les autres à partir. Non, dans la pratique, je vous ai dit que on est là et vous savez que je ne peux avoir des avantages que lorsque X est présent. Oui, ce que vous dites, c'est le X disparaît. Qu'est-ce que j'attends là? Ce que vous dites, c'est que vous ne pouvez pas dire de facto que le ministre Abimbola en partant dit à ses anciens éléments allez, suivez-moi, quittez le BR. Ce n'est pas, il n'a même pas besoin de dire. Si ça fonctionne tel que je suis lié, mes intérêts sont liés à un individu. Si l'individu part, qu'est-ce que je cherche là? C'est pas dire que le parti doit travailler à ce que le militant sente que ses intérêts sont liés au parti et non à un individu. Voilà. Mais si les partis ne le font pas, les partis fonctionnent tels que les individus sentent que c'est lorsque j'ai un parrain dans le parti que je peux avancer. Lorsqu'il y a une liste électorale, c'est lorsque j'ai un parrain que je peux être bien positionné. Voilà. Quand c'est comme ça que le parrain part, M. Moïse Soulé, sans même que le parrain ne parle, vous allez partir avec lui. Voilà qui clôt c'est le dysfonctionnement qu'il y a au sein des partis politiques. Qu'il faut corriger si tant est que
on veut rester dans la durée avec les partis politiques. Voilà, nous allons passer rapidement au second sujet. Il y avait un débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. On a parlé du retour de l'État dans l'investissement industriel pertinent, la question du SMIC, les ressources propres en hausse. En tout cas, le budget gestion 2022 affiche de très belles promesses. Vous êtes appesanti quelque peu sur ces échanges avec le ministre. Un peu ce qui a été fait. Je crois que on ne demande pas mieux, hein, parce que il faut que l'État investisse. Parce que si l'État a les moyens, on a eu le temps, parce que qui vous souvient que la dernière fois on a dit, pour le premier mandat, on a serré les ceintures, on a fait des réserves. Et maintenant il faut investir. Parce que... Non, on n'a pas fait de réserve, on a investi. Oui, mais parce qu'il y a eu des investissements il y a beaucoup d'investissements les 5 dernières années. Il y a eu des secteurs qui permettaient aux gens de dilapider les fonds de l'État. Il faut dire les choses clairement. Ces secteurs-là, on les a fermés. Et donc, ça a permis à l'État. La preuve, on a dit que la présidentielle de 2021 financée sur budget propre. Ok, les années antérieures, ce n'était pas comme ça. Donc, je dis... Petit à petit, nous sommes en train de retrouver la souveraineté de l'État. Parce que si vous êtes un État et que vous ne pouvez pas faire des investissements sur fonds propres, ça pose un problème. Vous dépendez des PTF. Et vous savez ce qui se passe avec le PTF. Parfois, vous dites la conduite actuelle. Moi, j'ai dit, il faut encourager cela. Moi, je suis d'accord pour toutes les belles initiatives, toutes les bonnes initiatives, pour toutes les réformes qui puissent permettre à mon État de dire que le Bénin est un État sérieux, que le Bénin est un État souverain. Maintenant, il faut, il ne faut pas ouvrir plusieurs chantiers à la fois. Il faut aller étape par étape. Il y a des chantiers prioritaires. Le chef de l'État a dit que ça sera un budget hautement social. Et j'ai dit ici, c'est pas qu'on va distribuer de l'argent aux gens, mais on va investir pour permettre à la majorité des Béninois d'en bénéficier. Et je crois que ce budget-là reflète un peu ce qui a été dit. Mais ce qui reste, c'est de constater dans l'exécution que ce qui a été dit, ce qui a été soutenu, a été fait. Oui, je partage le même avis. Et je dois dire que là, ça va être vraiment un budget hautement social. Parce que lorsqu'il y aura de grands investissements dans les un budget hautement social. Oui, puisque lorsque on va faire de grands investissements dans l'industrie, cela cache derrière beaucoup d'emplois. Et lorsque nous avons des emplois, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas du social. D'accord? Beaucoup d'emplois directs comme indirects, parce que pendant l'investissement, il faut mettre en place l'industrie, il faut des ouvriers, il faut beaucoup de compétences pour intervenir. Et quand l'industrie sera là, il y aura des emplois permanents. Et tout ça là, c'est le social. Donc, c'est pourquoi il dit que le budget sera hautement social. Il y aura toute proportion gardée, un relèvement du SMIC. Et non, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et des Finances a effectivement annoncé que cette question est revenue sur la table du gouvernement. Voilà, c'est pourquoi je disais que toute proportion gardée, puisque nous sommes en économie, où nous vivons dans des prévisions. Et qui dit prévision dit que des écarts peuvent exister. Donc, toute proportion gardée, il y aura un relèvement du SMIC et ça ne sera que le bonheur des salariés qui ont tout le temps chanté que sous ce régime, qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire. Je pense que le gouvernement n'a pas fait la sourde oreille. Maintenant que je dirais que l'équilibre macroéconomique peut-être semble être atteint, le gouvernement veut prendre la décision. Parce que une économie, c'est beaucoup de paramètres. Donc, celui qui parle de l'augmentation de son salaire n'a jamais pensé à la stabilité des prix. Alors qu'il ne sert à rien d'augmenter les salaires si on ne peut pas maîtriser l'inflation. Vous voyez, donc le gouvernement, lui, il est dans le feu de l'action. Il a beaucoup de paramètres à équilibrer et donc
C'est ça qui fait que ça a pris du temps. Mais si le ministre des Finances, en tant que premier patron de l'économie, en parle, c'est sûr que vraiment les paramètres aujourd'hui permettent d'aller dans ce sens. Vous savez, tout ça là, c'est grâce à l'augmentation des ressources propres, ouais. À l'amélioration des finances publiques. Donc, nous devons savoir que notre avenir radieux a un prix à payer. Tout le monde crie parce qu'il y a ci, et puis on sait tout, mais lorsqu'on a fait ça là maintenant, on a rationalisé les finances publiques, on a maîtrisé les recettes de l'État, ça va profiter maintenant aux grands groupes, à tous les Béninois, au lieu que on laisse des ouvertures pour que quelques individus, quelques groupuscules en profitent et que la grande masse soit dans le malheur permanent. Donc je pense que c'est à saluer et que on encourage le gouvernement à vraiment maintenir le cap pour que ces promesses et à l'arrivée soient tenues pour le bonheur des populations. Voilà. Quelque chose à ajouter là-dessus? Je dis, c'est... Ouais, quand on parle de relever le SMIC, les gens pensent que les agents permanents de l'État ne sont pas les seuls enfants de la République. Mais vous savez très bien qu'un agent permanent de l'État nourrit beaucoup de bouches. Un agent permanent nourrit beaucoup de bouches. Donc, dans la redistribution... Oui, mais le SMIC, ce n'est pas seulement pour les agents... Non, je dis ce qui... C'est pas seulement pour les salariés. Bon, vous parlez des salariés. Oui. Encore que au Bénin, il y a des salariés qui sont encore en dessous du SMIC. Je dis, en relevant le SMIC, ça permet à beaucoup de bouches d'être nourries. Ce n'est pas forcément ceux qui travaillent, parce que ceux qui travaillent, ils ont de la famille. Donc, je dis, ce qui a été développé, soutenu, moi, je voudrais que ça se réalise dans la pratique. Parce que... quand il y a des réformes, le chef de l'État l'a dit, même si vous avez de très belles routes, pour passer sur ces routes-là, il faut avoir bien mangé. Donc, je crois que c'est dans la droite ligne. Maintenant, pour relever le SMIC, je crois qu'on va associer les syndicats pour que la discussion soit ouverte, pour qu'ensemble on puisse décider à quelle hauteur on va augmenter, parce que en fonction de la fluctuation, en fonction de la cherté de la vie, on va s'entendre, de l'inflation, on va s'entendre à quel taux il faut relever le SMIC. Oui, déjà pour les salariés pour la fonction publique, je pense qu'il y a une progression normale. L'indice de la masse salariale, je pense qu'il y a des taux qui sont déjà mécaniquement applicables aux revenus de ce secteur-là des salariés. Maintenant, le SMIC, ça concerne tous ceux qui qui gagnent un revenu légalement, qui sont salariés légaux. Maintenant, nous allons sortir de ce débat par quelques mots sur la fameuse affaire de trafic de drogue qui a fait la une des journaux et dont le traitement est dans les mains en ce moment de la CRIAT. Évidemment, on ne parlera pas du fond, mais une question importante, si l'OCRTID est concerné, est-ce qu'il y a on peut se demander si la crédibilité de la première structure chargée de lutter contre ce type de trafic n'est pas entachée. Aujourd'hui, on parle de présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Mais je dis, depuis un certain temps, chaque trimestre, on parle régulièrement de trafic de cocaïne, de chanvre indien, de hashish, un peu de tout. Je dis... Déjà, est-ce que ça ne voudrait pas dire, pour rassurer tout le monde, que l'État, on va dire, veille au grain. Et l'État n'hésite pas à frapper en son propre sein. L'État veille au grain parce que nous avons intérêt à ce que l'image du Bénin ne soit pas écornée. Parce que si on dit à l'international que votre pays est une plaque tournante de la drogue, ça ne rassure pas les investisseurs pour qu'ils viennent chez vous. Donc, on a intérêt à ce que cette affaire-là soit clarifiée pour que l'image de notre pays soit mieux vue à l'extérieur. C'est normal qu'un État sérieux lutte contre le trafic de drogue, parce que d'autres ne peuvent pas gagner leur vie à la sueur de leur front et que d'autres vont se lancer sur le chemin de la facilité et encore détruire des vies humaines. Donc il faut qu'un État sérieux puisse prendre ses responsabilités pour rassurer chacun de nous, pour dire notre État, notre pays n'est pas devenu une plaque tournante de la drogue. Cela permettra aux investisseurs de dire nous pouvons désormais aller au Bénin investir. Donc je crois que nous attendons que la justice aille au bout de cette affaire et que les responsabilités soient clairement situées.
Là également, ce n'est pas une preuve de transparence du gouvernement parce que ce n'est pas sur tous les cieux qu'on expose certaines défaillances en son propre sein. Parce que quand on dit Louis-Certise, c'est l'État. Donc, est-ce que ce n'est pas un preuve de courage, déjà, même s'il y a présomption d'innocence, d'avoir mis tout ça et d'avoir pris le dossier de cette façon? Oui, je crois que je ne dirais pas le contraire. Même s'il y a présomption d'innocence, c'est qu'il y a déjà mise en cause. Et c'est le commissaire en charge de cette structure qui est mise en cause et qui est d'abord sous mandat de dépôt. Je crois que ça y va vraiment de la crédibilité de l'État, montrer son impartialité dans cette lutte implacable de ce trafic. Et l'État donne l'exemple que même s'il arrivait que c'est mes propres agents qui sont complices, je ne me laisserai pas faire. Donc ça doit pouvoir être un élément d'alerte pour tous ceux qui sont à divers niveaux de responsabilité, de savoir que nous n'avons pas un gouvernement qui est là pour couvrir ses responsables. Mais si quelqu'un, entre-temps, tombait dans le piège, que l'État va frapper très fort. Je pense que c'est un signal qui doit nous interpeller beaucoup. Voilà, merci Antoine Adoukonou pour votre participation pour le duel de ce dimanche 4 juillet 2021. Merci Alphonse Moïse Soulé, vous êtes analyste politique et journaliste par ailleurs. Merci pour vos éclairages de ce dimanche. Chers amis téléspectateurs, nous en avons fini pour le duel de ce dimanche, c'est politique.